Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Fabrice Noah, Stéphane Zanga, Charlie Kenyé et Serge-Henri Kelbert. Serge-Henri Kelbert, je l'évoquais en début d'émission, Fidel Castro en 1960, surtout le discours de Kadhafi en 2009, et on sait que 2 ans après, on connaît la suite. Est-ce que ce discours du colonel Maïga, on devrait s'en inquiéter Le au regard? Le contexte n'est pas le même. Il n'est pas le même. Il n'est pas le même. Vous savez, le président Kadhafi avait une visée beaucoup plus globale de l'Afrique, avec tous les grands projets pharaoniques qu'il voulait implémenter, la monnaie africaine, le satellite africain, la banque africaine. Et je pense que tout cela a un peu incité le courroux de la métropole. Il faut remarquer que la Grande-Bretagne n'était pas aussi allergique, n'est-ce pas, à ces projets du guide libyen que la France. Mais c'est le président Kagame qui aime souvent dire que les faits sont têtus et les attitudes, n'est-ce pas, des différents gouvernements français qui se sont succédés sur le continent africain. J'ai parlé tout à l'heure de la crise avec l'Algérie. Je vais parler particulièrement avec l'Afrique noire francophone. Ces attitudes assez paternalistes ont amené aujourd'hui la société civile africaine de ces pays à confirmer son émancipation. Parce que je ne peux pas dire que c'est des gènes qui dorment depuis, mais de plus en plus, les populations africaines, dans ce qu'on appelait avant le précaré français, c'est-à-dire les 15-16 pays avec Madagascar aussi, comprennent que l'Afrique a son destin maintenant à jouer. Et j'interpelle surtout avec la situation géopolitique et géostratégique actuelle avec la crise en Ukraine. La France, actuellement, est dans une situation très délicate en Afrique noire, en Afrique francophone en particulier. Elle est délicate pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, des puissances égales ou supérieures à la France ont démontré que l'Afrique noire francophone n'est plus la chasse gardée de la France. Les pays des BRICS, particulièrement la Russie et la Chine, sont présents. Vous allez voir aussi la Turquie qui toque dans l'espace francophone. Donc pour ma part, je pense que la politique française doit radicalement changer ces jours qui viennent si elle veut préserver le peu qui lui reste. Sinon, je pense que les transitions que nous allons vivre au Cameroun, au Congo, et au Congo-Brazza et dans certains pays qui arrivent, vont voir arriver au pouvoir certaines nouvelles personnes, certains jeunes leaders politiques qui vont certainement suivre ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Je ne veux pas tout simplement dire que ce sont les militaires qui ont eu le cran de faire des discours qu'on peut dire sulfureux ou tonitruants à l'endroit de l'ancienne métropole. Non, vous avez des civils qui estiment que la France en fait parfois un peu trop. Vous vous souvenez, le président Biya qui a dit, quand on lui parlait d'un contrat qu'il a attribué à la Chine, il a dit la Chine au moins, elle ne prend pas tout aux autres. C'était à la sortie, je crois, d'une élection ou d'un vote où le président Biya lui-même l'avait dit. Et si vous pouvez remarquer aujourd'hui, le temps et le moment, la circonstance est donnée pour que le leadership des entrepreneurs africains se fasse vraiment ressentir. Pour preuve, vous allez regarder qu'ici au Cameroun en particulier, il y a plusieurs entreprises françaises qui sont en train de mettre la clé sur le paillasson parce qu'on ne leur donne plus de marché, surtout dans le BTP. Ouais. Vous allez le constater. Et tout simplement parce qu'il faut promouvoir le leadership africain, promouvoir le leadership camerounais. Nous l'avons déjà vu dans le football. On parlait tout à l'heure au journal d'un match que les Lions vont jouer demain. Nous savons tous aujourd'hui que les Lions sont entourés, n'est-ce pas, d'un dispositif purement camerounais. Et sur le plan des affaires, de plus en plus, on donne la possibilité à des jeunes
camerounais revenus de la diaspora, que ce soit en Italie, que ce soit en France, où le génie civil, n'est-ce pas, les ingénieurs, les écoles d'ingénieurs sont capés pour faire des travaux qu'on donnait avant aux entreprises françaises. Je prendrais le cas du pont sous le Vouri, avec le groupe Satom Sogea, qui a, par les cheveux, n'est-ce pas, arraché ce contrat faramineux. Moi, je connais un peu l'histoire et comment ça s'est passé. Donc, c'est juste pour vous dire que la France est dans une situation assez délicate. Le président, du temps pour moi, pas Sarkozy, Macron veut de plus en plus travailler avec la société civile africaine noire. Il a chargé à l'aîné Achille Mbembe d'organiser une conférence. Et je pense que dans la mouvance de cette conférence, le président Macron a un plan pour que l'anti-français, autorité. Autorité, voilà. Oui. Je lui donne la paternalité de ce propos-là à Charlie Kenyé, que ça ne déborde pas et que ça devienne un peu, comme vous avez rappelé tout à l'heure, une hargne contre nos tirailleurs, nos soldats qui sont décédés il y a, n'est-ce pas, 60 ans lors des 2 premières guerres mondiales, mais que ce soit, n'est-ce pas, un climat non seulement plus apaisé, mais de considération entre les pays de l'espace francophone, en Afrique noire, et la France qui, n'est-ce pas, nous permet de nous exprimer par la langue française. Voilà, docteur Noah, on l'a suivi, hein, il y aura cette réactivation, on va le dire comme ça, de cette force ECOWAS, ECOMOG en français. Est-ce qu'à côté de ce sentiment, comme Charlie l'a dit, sentiment anti-autorité française, va naître un autre sentiment anti-CEDEAO, on va le dire comme ça, surtout avec ces flèches-là en direction et du président en exercice de la CEDEAO et du président Ouattara? Non, je pense que c'est quelque chose de très plausible parce qu'effectivement, si vous essayez un peu de voir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest depuis un certain nombre d'années, la comparaison, c'est vrai que la comparaison n'est pas raison, mais le mouvement de la société civile en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, est tellement dynamique que vous avez effectivement l'impression qu'il existe une force, je ne vais pas dire de proposition, mais une force alternative qui est capable justement de dire aux responsables politiques, voilà ce que vous faites, vous ne le faites pas en notre nom. Donc moi, je pense effectivement qu'on peut aboutir si finalement les populations se rendent compte que les responsables de la CEDEAO vont au rama contre-courant de la volonté populaire qui est justement celle de se détacher un peu de ce paternalisme, n'est-ce pas, français. Et je crois qu'il peut avoir, il peut avoir un mouvement, justement, il peut avoir un mouvement. Et je me rappelle qu'il y a même une conférence qui a eu lieu, je crois, la semaine passée sur on va dire la panne de la démocratie. Ça, c'est la société civile qui l'a organisée à Accra la semaine passée. Et donc, le sujet, c'était la panne de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voyez aujourd'hui des membres de la société civile au Ghana estimer qu'il y a des retards en matière démocratique, c'est justement qu'il existe cette veille-là, ce mouvement de veille, qui peut à tout moment dire aux organisations politiques, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient sous-régionales, effectivement. Du cas ghanéen ou bien du cas de l'Afrique de l'Ouest en général. Ouais. Et donc, effectivement, c'est pour vous dire que vous avez tout à fait raison. On peut avoir ce mouvement-là. Et je pense que Léon dit, c'est peut-être pas un conseil qu'il faut donner à ces chefs d'État, mais il faut qu'ils se placent du bon côté de l'histoire, parce qu'effectivement, vous avez... Je sais qu'on veut prendre les gants, mais c'est vraiment un sentiment anti-français. Quand je dis français, c'est sentiment... pas contre les Français, mais c'est un sentiment qui vise justement à demander que la part belle ne soit plus donnée uniquement à la France. La question de coq sportif aujourd'hui, c'est ça. Au Cameroun, c'est ça. Et vous allez vous rendre compte effectivement que dans la plupart des pays aujourd'hui en Afrique, qui viennent en fait des pays africains, anciennes colonies de la France, il y a ce sentiment-là. Et donc effectivement, la France aujourd'hui doit pouvoir effectivement rectifier un peu le tir, et de cette même manière aussi ces chefs d'État africains qui donnent l'impression que
effectivement, c'est leurs intérêts qui sont plus importants que... Ok, ceux des Stéphane populations. Zanga, justement, sentiment anti-autorité de la CEDEAO qui pourrait naître après ce discours du colonel Maïga. Ce sentiment est né, c'est simplement le colonel Maïga qui le révèle sur une tribune internationale pour le rappeler, parce que les Français le savent. Les manifestations dans les rues de Bamako étaient bien visibles, ont été relayées par des médias nationaux, des médias maliens et même internationaux. Je pense que la CEDEAO doit prendre ses responsabilités et travailler pour la communauté ouest-africaine. Défendre d'abord les intérêts de la communauté, des membres de cette organisation intergouvernementale. Elle peut avoir un partenaire stratégique qui est la France. Elle peut discuter d'égal à égal avec la France et lui présenter les desiderata des membres de la CEDEAO. Elle n'a pas à être le relais de la France. Elle n'a pas à imposer les options de la France à ses membres. Voilà ce que le colonel, en substance, reproche au chef de l'État de la CEDEAO, au point de penser qu'ils sont devenus des représentants de la France qui siègent à la CEDEAO. Or, la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui promeut les valeurs de cette partie de l'Afrique. Le Mali étant abandonné par la force Barkhane, le Mali étant entre les griffes des groupes djihadistes, l'intégrité territoriale du Mali étant menacée, des militaires maliens qui sont assassinés régulièrement par ces djihadistes et par ces terroristes, je pense que le président Ouattara et ses pairs devaient en faire une question africaine et peut-être l'étendre même à d'autres sous-régions de l'Afrique pour essayer d'aider et de sauver le Mali en particulier, mais la sous-région, la bande sahélo-saharienne en général. Parce que la question du terrorisme n'est pas exclusive à la sous-région CEDEAO. Elle s'étend à d'autres sous-régions, le Cameroun en particulier, et la sous-région Afrique centrale n'en est pas épargnée. Je pense que c'est cette révolution, c'est cette émancipation de la CEDEAO à travers les chefs d'État qui y siègent, qui va restaurer la souveraineté de ces États. Et sur le rapport de force à l'international, on ne peut pas dire qu'on va se mettre au même niveau que la France, mais nous avons la capacité, à travers la diversification des partenariats, qui est le droit reconnu à chaque État souverain. Chaque État peut librement choisir ses partenaires. Je pense qu'on peut contourner le diktat et le joug français et nous tourner vers d'autres partenaires, comme le font les Maliens en ce moment. Maintenant, lorsque la France comprendra et remarquera qu'elle est en train de perdre des parts de marché et même des pans stratégiques de son partenariat avec les anciennes puissances, avec ces anciennes colonies, entre guillemets, je pense qu'elle va revoir certaines lignes de sa politique africaine. Et à partir de là, les Africains seront respectés. Et dans la relation qui les lie à la France, je pense qu'au lieu de faire du gagnant-gagnant, parce que j'ai toujours à cœur le rapport de force, parce que la puissance technologique, la puissance militaire française fait que ce n'est pas demain que la CEDEAO va tourner complètement le dos, mais je pense que la CEDEAO se doit de s'affirmer, elle se doit de s'émanciper en défendant les intérêts de la communauté ouest-africaine et non ceux de la France. Charlie, comment vous entrevoyez les rapports de la CEDEAO avec le Mali et les autorités de la transition après ce discours? Personnellement, j'ai toujours été déçu par la CEDEAO. Je sais pas, on nous a tellement vanté cette sous-région comme étant dynamique, ça marche bien, intégration et bien d'autres choses. Mais j'ai comme l'impression qu'en réalité, ça n'a pas toujours véritablement marché. Je crois qu'aujourd'hui, quand j'observe ces régions, malheureusement, j'envie un peu la CEMAC. Vous savez, vous savez, la CEDEAO était capable de mobiliser 6500 hommes pour aller défendre la démocratie en Gambie, pour retirer Yaya Jammeh et installer Adama Barrow. Mais cette même CEDEAO, lorsque le Mali était attaqué, lorsque les rebelles étaient aux portes de Bamako, le Mali a sollicité l'aide de la CEDEAO n'a pas bougé d'un pouce. C'est lorsque... S'il vous plaît, je ne vous coupe pas, Serge Alain.
c'est la coalition, c'est l'armée française sous l'opération Serval et la force tchadienne qui repousse le MNLA et en Sardine du Nord lors de la première attaque en 2013. Pour revenir, justement, je voulais en venir, M. Zanga, je vous ai laissé dérouler, pour dire que lorsque le Mali était attaqué sur son sol, les rebelles étaient aux portes de Bamako, le Mali a fait appel à la CEDEAO, la CEDEAO n'a pas bougé d'un pouce. C'est le Tchad, je ne veux même pas parler de la France, c'est le Tchad qui était en première ligne, ce sont les troupes du maréchal qui étaient en première ligne, qui ont repoussé les rebelles jusqu'au nord, à la frontière avec le Nigeria. C'est là où la France a commencé à accuser l'armée tchadienne d'exactions et de crimes. En termes de droits de l'homme, vous savez que c'est très bien utilisé. Et le maréchal a dit, dans ce cas, je me retire. Et c'est là où la France a pris le relais. Cette même CEDEAO aujourd'hui, où l'armée malienne est en train d'engranger des victoires sur le terrain grâce à son partenariat stratégique avec la Russie, c'est cette CEDEAO aujourd'hui qui oblige l'armée ou alors le peuple malien à organiser des élections. C'est parce que vous comprenez cette duplicité de la CEDEAO. C'est qu'on ne comprend véritablement pas. Entre défendre l'intégrité du territoire malien et protéger et défendre la démocratie en Gambie, quelle est l'urgence? Aujourd'hui, le Mali est en train de prendre le dessus sur le terrain. Vous exigez à ce pays d'organiser des élections. Parce que c'est ça le problème de la CEDEAO depuis. Ils exigent au Mali que le Mali doit obligatoirement organiser les élections. La fin de la transition. Ils ne tiennent même pas compte des enjeux sécuritaires. Le même piège qu'en Côte d'Ivoire. Et le même piège, c'est-à-dire des défis que subissent. Un pays vous dit, je suis attaqué. Je suis attaqué. D'ailleurs, dans le discours de Choguel faisait savoir à la CEDEAO que parmi ces hommes politiques ici présents, demandez à un seul d'aller battre campagne dans leur zone dans le nord, s'ils sont capables d'y mettre les pieds. Donc, c'est-à-dire, quand vous me parlez, je ne sais pas, on parle de quelle CEDEAO? De la libre circulation des biens des personnes, des services dont on nous a vanté. Mais bon Dieu, vous savez, lorsqu'un maître a ses champs de plantation, le fait que ses esclaves circulent entre ces plantations ne veut pas dire que ça marche bien, puisque les défis de la CEDEAO, comme des autres sous-régions francophones, sont connus. C'est-à-dire que ne vantez pas ce qui n'existe pas. Vous vantez la libre circulation des biens et des personnes, les dividendes qui sont produits là-bas profitent à qui? Ça profite au peuple de la CEDEAO. Les défis sont connus, les problématiques de monnaie, les problématiques culturelles, les problématiques de santé, on les connaît tous. Donc, à côté de ça, quand on voit même la dynamique avec la CEDEAO fonctionne aujourd'hui, les sanctions qui avaient été exercées contre le Mali, allez bien lire le discours. Ces sanctions ont été rédigées par l'UEMOA. Qui contrôle l'UEMOA? Qui est le patron de l'UEMOA? C'est la France. C'est la France. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est contrôlée par la France. C'est le Trésor de France qui contrôle l'UEMOA. C'est-à-dire que voilà la CEDEAO, voilà des chefs d'État, vraiment la notion même sacrée du mot chef d'État, qui s'asseyent au mépris même de ce qu'ils ont signé. Parce que dans la charte de la CEDEAO, c'est la solidarité entre les peuples. C'est le renforcement des liens culturels, parce que ce sont les mêmes peuples. Vous verrez que les Kofis que vous allez rencontrer au Ghana, vous rencontrez les mêmes Kofis en Côte d'Ivoire, vous rencontrez les mêmes Kofis au Burkina Faso. C'est-à-dire que c'est un même peuple. La CEDEAO venait justement dans l'optique de lier ces peuples-là, de les mettre en musique. Mais à côté de ça, vous avez des chefs d'État qui fonctionnent là-bas, comme si en réalité ils recevaient des ordres de quelque part, je ne sais pas où. Et malheureusement... Vous avez vu le coup de fil de New York? Mais... on va revenir. Ça, j'allais. On dirait un jeune qui est... On dirait des inventions. Donc, c'est pathétique, on peut en rire, mais c'est triste. C'est très triste. Et c'est là on allait prendre des sanctions contre d'autres pays. Et c'est là où on convoque, même je convoquais tout à l'heure la notion de souveraineté, qui se voit dans les textes. Mais dans la pratique, qui en rien n'est pratiqué, ne se fait. C'est-à-dire que ces chefs d'État, la plupart de ces pays aujourd'hui, est-ce que véritablement ils sont dans une logique de pouvoir se départir? Parce que le discours, c'est très bien. Si vous attendez que la France a elle-même prendre un bic pour dire dorénavant, je vais discuter d'égal égal avec mes anciennes colonies, mais vous vous êtes trompé, c'est pas possible. Parce que le caractère hégémonique, le caractère de superpuissance de la France découle justement de sa relation avec ses anciennes colonies. C'est-à-dire que c'est pourquoi M. Zanga vous rappelait tout à l'heure à suffisance que les politiques étrangères de ces pays-là ne peuvent pas changer, peu importe celui qui arrive au pouvoir, parce qu'elles sont essentiellement prédatrices et prévaricatrices. Il en va de leur hégémonie. C'est-à-dire que si elles se départissent
de cette politique-là, de ces colonies-là, mais forcément, elle quitte de puissance, 7e, 8e puissance à la 24e. Donc, c'est pour dire que le salut ne viendra pas d'eux. C'est à nous, les peuples africains, de nous redéfinir, de s'asseoir, de nous affirmer. Donc, aujourd'hui, quand on voit comment l'accueil qui a été donné récemment à un chef d'État, pour le citer, le chef d'État français, qui arrive sur le sol africain, nous l'avons bien reçu, mais qui se plaît lors d'une conférence de presse de nous dire qu'en réalité, nous subissons la propagande russe, chinoise. Que nous sommes hypocrites. Et nous sommes hypocrites, c'est-à-dire qu'ils nous refusent le droit même à penser. Donc, pour lui, nous ne sommes pas des êtres réfléchis, capables d'analyser de nous-mêmes et de voir que voilà la situation qui prévaut. Quand quelqu'un vous dit que vous subissez la propagande, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes comme des personnes, à travers un certain nombre de choses qu'on nous fait voir, on miroite à gauche ou à droite, nous sommes des êtres réfléchis. Mais c'est insultant. Je voudrais quand même faire une précision. Effectivement, ce que le cher ami dit est totalement fondé, mais je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que si vous avez un président français ou des présidents étrangers qui se permettent d'apostropher n'importe comment les chefs d'État africains, je pense que c'est parce qu'ils ont mesuré le rapport de force et qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Si vous avez souvent un peu observé les relations entre la Chine et ces pays, la grosse question qu'on se pose souvent, c'est que quand le dirigeant va arriver devant Xi Jinping, va-t-il parler de droits de l'homme? Il n'en parle pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas donner de leçons à la Chine. Donc moi, je pense que un des problèmes également que les pays africains ont, les dirigeants africains en particulier, c'est qu'ils ne cultivent pas cette respectabilité-là. Ce que Macky Sall avait dit au président Obama à un moment, quand on parlait d'homosexualité, il lui avait fait comprendre que oui, c'est peut-être bien chez vous, mais chez nous, acceptez que nous ayons nos valeurs également. Et donc, je pense qu'il faut aussi construire cette respectabilité-là, effectivement, si on a besoin, à un moment donné, d'avoir une Afrique qui est nouvelle. Si vous avez lu le discours, si vous avez suivi le discours du ministre des Affaires étrangères malien de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, lorsqu'il s'adressait à l'ambassadrice d'Allemagne, oui, clairement, cet esprit de respect. Moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas seulement à travers cet esprit de respectabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas avec les discours également que nous allons nous en départir, c'est-à-dire qu'au-delà de cette masse critique, à travers l'éveil des consciences que nous allons construire, c'est pourquoi tout à l'heure vous rappelez, il suffit que les peuples de la sous-région ont pu, l'éveil de ces peuples-là ont pu proposer une alternative aux pouvoirs centraux qui, à un certain moment, les rappellent à l'ordre lorsqu'ils se dérogent du chemin donc, je pense qu'au-delà de cette masse critique-là, lorsque la majorité ne sera pas organisée, elle va rester faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du discours, il est impératif pour les peuples africains de pouvoir travailler dans le rapport, au-delà du rapport de force, mais les dispositions que nous prenions de nature à pouvoir imposer ce respect vis-à-vis des autres. Si le Mali le fait très fièrement, ce n'est pas une question, je suis d'accord qu'il y a peut-être le rapport de force, mais ce n'est pas toujours une question de rapport de force, puisque à travers le principe de l'interdépendance des États, quelque part aussi nous les tenons, c'est à nous de justement activer ces leviers-là pour qu'à chaque fois qu'ils lèvent la voix, nous essayons de... Justement, on va sortir, hein, Serge-Henri Kelbert, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas Vladimir Poutine et la Russie? Tout ce qu'on fait là, oui, ben, tout ce que la France, est-ce que ce n'est pas la présence de Poutine qui amène les esprits à se chauffer un peu? Non, vous savez que l'Occident a une très grosse dent contre la Russie pour avoir empêché, n'est-ce pas, le départ de Bachar al-Assad en Syrie. 2011. Et qu'ils ne comprennent pas que la Russie est entrée dans ce conflit 3 ans après que les Occidentaux, les forces de l'OTAN, aient commencé à bombarder Al-Qaïda et les autres groupes terroristes qui étaient partis d'Afghanistan en Syrie. Bon, donc, c'est une amertume, une sorte de gêne que l'Occident a vis-à-vis de la Russie. Encore le fait que vous ayez, n'est-ce pas, la coopération militaire russe au niveau de la République centrafricaine et puis du Mali et avec des pays comme le Cameroun, le président Biya s'est expliqué, a donné son opinion. Il n'a pas à s'expliquer devant le président Macron, mais il a dit ce qu'il pensait et qu'est-ce qui était, n'est-ce pas, la coopération militaire entre le Cameroun et la Russie. Donc la France est très mal à l'aise face à cette percée, n'est-ce pas, de la Russie sur ce qu'elle considérait comme son précaré. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la France est très en délicatesse en Afrique francophone. Et c'est aux Français de se rendre compte aujourd'hui qu'ils sont 68 millions d'habitants et que ce qu'ils ont appelé leur précaré
c'est plus de 400 millions d'habitants et que nous avons une génération de personnes très jeunes par rapport à la France qui a une population plus vieillissante. Les générations ont changé. Je pensais que le président Sarkozy, en innovant sur la conférence, le sommet France-Afrique de Montpellier, que lui, il a voulu avec les jeunes, la société civile, il comprendrait que le discours est en train de changer en Afrique et qu'il y a une population jeune en Afrique qui pense qu'aujourd'hui, nous devons discuter de manière différente. Il faut aussi se rendre compte qu'avec la CEDEAO, quand même, la Guinée, le Burkina Faso et le Mali sont des pays de la CEDEAO qui ont eu tous des coups d'État en intervalle de 3 ou 4 mois. On a comme l'impression qu'il y a un acharnement sur le Mali. Un effet boomerang. Et il faut comprendre que Ibrahim Boubacar Keïta était plébiscité pratiquement par la France. Tout à fait. Il faut comprendre que Christian Roma Kaboré était à tu et à toi carrément avec ces gens. Il n'y a que Alpha Condé qui est tombé peut-être parce qu'il a changé la constitution et il est allé avec son troisième mandat. Mais ça faisait le jeu de la France quelque part. Si vous permettez, en 10 secondes, pour le cas de Alpha Condé en Guinée-Conakry, samedi soir, puisque le coup d'État a eu un lundi. Dimanche matin. Un dimanche matin. Samedi soir, l'ambassade de France envoie un message à ses ressortissants en Guinée-Conakry. Elle demande d'éviter de sortir la matinée du dimanche. Et dans le message, elle précise très clairement d'éviter les alentours du palais présidentiel. Voilà. Ça dit ce que ça veut dire. Donc, comme pour dire que Paris n'est jamais loin de l'Élysée, en tant que tel, n'est jamais loin de tout cette tripatouillage. Oui. Mais il faut aujourd'hui que l'Afrique saisisse le contexte géopolitique actuel qui sévit en Ukraine pour faire comprendre que l'Europe, dans 2 semaines, là, en début d'hiver, va grelotter. Les gens vont mourir à cause du froid parce que Poutine ne leur donne plus le gaz et le pétrole. Ils veulent venir le prendre en Afrique. Mais il faut donc qu'on s'asseye maintenant comme quelqu'un à qui tu viens commander une ressource. C'est avec notre coltan, c'est avec notre cobalt, c'est avec notre uranium que Areva fonctionne et toutes les autres grandes firmes et qu'on soit décomplexé définitivement. Merci justement, Dr Noah, sur cette présence, on va dire l'embuscade russe, on va dire ça. C'est ça qui dérange? Je pense que la Russie est en embuscade? La Russie est là. Et je pense effectivement que quand vous essayez un peu de lire le fonctionnement du monde, vous comprenez que chaque fois que la France sent qu'elle est en train de perdre du terrain, parce qu'effectivement elle en a perdu, vous avez vu la réaction qu'il y a de la France en RCA, la Russie est bien présente en Afrique et la France n'a pas intérêt à perdre notre pays. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de réaction. Je pense que ça fait partie du jeu des puissances. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre, et je pense que ça c'est mon point de vue, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de se dire que les Russes viendront pour faire mieux que ce que les Français ont fait. Parce que si le contrat ne change pas, ça veut dire que si le contrat, les rapports, qui va organiser les rapports entre nous et la Russie ne change pas, effectivement, on aura dû changer de maître. On aura enlevé Pierre pour habiller Paul. Pour habiller Paul. Donc effectivement, la renaissance de l'Afrique, justement, va passer par là, parce que comme le Mali demande à la France de parler d'égal à égal avec elle, le Mali doit demander également à la Russie et à tout le monde. Parce que c'est par là, effectivement, que le salut de l'Afrique passera. Stéphane, il faut également parler égal à égal avec la Russie. Oui, cette relation... Ce qu'on a demandé à la France, il faut l'appliquer avec la Russie. Il faut l'appliquer avec la Russie et elle passera par un changement de mentalité. Oui. Les Africains doivent changer de mentalité parce que on évoquait un coup de fil tout à l'heure, les rapports de condescendance avec certains chefs d'État africains. Nous, société civile, nous, peuple africain, cela nous fait mal que nos chefs d'État soient infantilisés dans les rapports avec leurs homologues occidentaux. Et si nous continuons... Ça les dérange? Ils sont nos représentants. Ils sont les représentants du peuple. Est-ce qu'ils se sont plaints? Ils sont des mandataires. Les mandants se plaignent. Okay. Les mandants se plaignent et les mandats se plaignent au nom des mandataires en fait. Donc, parce que je connais le débat, ils vont dire en Afrique de l'Ouest que les Camerounais, ils organisent des débats. Ils vont dire qu'ils ne vous ont pas mandaté. Hein, non, je pense que c'est un problème. Je parlais tout à l'heure plus sérieusement, je parle d'un changement de mentalité dans les rapports que nous avons avec nos homologues, pas seulement français, mais occidentaux en général. Et également, tout à l'heure,
on évoquait le fait que les Français prennent un peu plus en considération des États de la CEDEAO. Mais si ces États sont endettés au niveau du Fonds monétaire international et que c'est le président Macron qui, via ses couloirs diplomatiques, ira négocier un prêt, une aide qui sera même dilapidée par des circuits de la corruption, on ne peut pas. C'est tout un autre débat, mais je pense que le changement de mentalité, les bonnes pratiques dans la gouvernance de nos États vont nous libérer de ce joug et de ce mépris que nous subissons de la part de nos frères occidentaux. Merci Stéphane. On continue avec vous, Charlie. Oui, quelques secondes, on va remettre l'antenne. Oui, moi je pense très clairement que nous devons redéfinir le paradigme d'échange et de relations que nous avons, pas seulement avec la France, avec l'Europe, on est en train de dire avec la Russie. Avec la Russie également. Il faut dire ça. Oui, non, également. Ça, écoutez, avec la Russie, le problème avec la Russie, c'est que la Russie n'a pas un passé colonial en Afrique. Ah, vous commencez à dire maintenant. Non, permettez. Mais ce qui n'enlève en rien le fait que nous devons rester dans la dynamique malienne, à savoir que nous devons échanger d'égal à égal. Parce que s'il faut rappeler quand même, je tiens à vous rappeler que du côté de l'Union européenne, il y a une dame là-bas qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui a dit qu'il fallait punir les Africains comme si on s'adressait à un enfant au quartier. C'est-à-dire que c'est tellement insultant et péjoratif, c'est-à-dire c'est méprisant même, c'est-à-dire on oublie même le côté respectueux des relations internationales. On s'adresse à des peuples, on s'adresse à des chefs d'État comme si on s'adressait à des enfants. Et elle n'est que présidente de la commission. Sans compter que même dans son pays en Allemagne, il y a tout un dossier sur elle, elle est poursuivie par la justice allemande. Donc ça veut dire qu'elle n'a même pas un modèle pour s'adresser aux Africains avec ce ton-là. Donc pour dire que véritablement, il faut qu'on redéfinisse le paradigme d'accord et de relations que nous avons avec les Occidentaux, mais ça passe également par la société civile africaine, les intellectuels africains. Je reviens à eux. Nos intellectuels ont un rôle très primordial avec les changements qui sont en cours. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend tellement beaucoup de choses, démocratie, liberté, droits de l'homme, un peu de tout. Nos intellectuels proposent quoi? Vraiment, l'académie, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le modèle de gouvernance qu'ici en Afrique? Est-ce que nos intellectuels travaillent dessus? Parce que lui et moi, on a eu ces débats en off. On a eu ces débats en off. Donc vraiment, je pense qu'il est impératif aujourd'hui pour nos intellectuels de prendre la place qui est la leur et vraiment de proposer aux politiques les solutions de nature à véritablement permettre aux Africains, permettre à nos hommes politiques, à nos chefs d'État de proposer quelque chose aux politiques. Merci Charlie, merci d'être venu. Merci Serge-Henri Kelbet. C'est un plaisir, Serge-Alain, et puis un plaisir de toujours répondre au président quand je peux le faire. Hein? Merci. Merci Dr Noah d'être venu également. Merci Serge-Alain. Merci Stéphane. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Aïe Cyril, 100% foot.